Oui, concernant la question de la relativité, à vrai dire, cette question soulève la question du rapport entre science et philosophie, et philosophie comme science. Et donc, vous savez que depuis Descartes, et déjà, bon, même si déjà avant Descartes, la question déjà allait dans ce sens, avec Descartes, le modèle du savoir parfait, certain, c'est la physique mathématisée de Galilée. Donc la physique mathématique de Galilée devient le modèle du raisonnement parfait, du savoir parfait, de la certitude scientifique. De même avec Kant, c'est Newton qui sera le modèle, et qui vont dégager donc à partir du savoir scientifique le modèle du savoir parfait que doit imiter la philosophie si elle veut être un savoir parfait. Cette philosophie qui est toujours en crise, comme disent d'ailleurs Descartes et déjà Nicolas de Cuse aussi le disait, les philosophes ne sont jamais d'accord entre eux, quoi. Ce qui est une erreur, parce que voyez-vous, on verra ça, la philosophie ne s'explique pas uniquement par les conflits entre philosophes, les différences entre les philosophes. Elle peut aussi s'expliquer par ce qu'il y a de commun à l'interrogation philosophique. Et c'est sur ce point sur lequel j'insiste, moi. Et donc, ils partent d'une manière critique, une étude du krinein, du jugement, hein, c'est-à-dire de ce qui exprime le savoir parfait. Socrate est mortel. Je ne me trompe pas quand je dis Socrate est mortel, ou je me trompe. Hein. Qu'est-ce qui fait la vérité de cette proposition, d'une proposition? C'est le modèle de la proposition parfaite physico-scientifique, physico-mathématique. La physique ne se trompe pas. Hein, voilà, c'est comme ça. La science ne se trompe pas. Les mathématiques sont un modèle déjà, pour Platon. Mais dans un sens encore, on le verra, un peu différent aussi. Hein, parce que les mathématiques sont un modèle, mais à dépasser. À dépasser. Ouais, Tandis que là, avec Descartes, non, on ne dépasse plus le modèle scientifique. Ouais, la science devient le dernier mot du savoir, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité du philosophé? Vous savez que c'est là-dessus que j'ai insisté, dès le départ. Ce qui fait la spécificité du philosophé, c'est donc cette interrogation fondamentale sur la nature de l'être, sur ce qu'est l'être, sur ce qu'est l'être de ce qui est en tant qu'il est. Ouais. Et non pas en tant qu'il est mesurable, quantifiable. Or, précisément, l'objet du savoir scientifique se réduit mathématiquement au quantifiable, au mesurable, comme je dis souvent, aux chiffres, dont l'origine est le mot arabe zifr, qui a donné notre chiffre français, et qui signifie zéro. Donc la quantification du réel déréalise le réel, en ce sens qu'il le désubstantifie, puisqu'il fait de la relation, de la mesure, l'essence des choses. Alors que dans la tradition aristotélicienne, la relation est un accident de la substance. Pas de relation sans substance. Et si on imagine une relation sans substance, on se trouvera devant le problème de savoir que relie la relation. Qu'est-ce qui est relié entre... Puisque la relation suppose deux termes qui soient reliés entre eux. Or, il se trouve que s'il n'y a pas... si la relation ne repose pas sur une substance, la relation, les termes de la relation détermineront la relation dans la mesure où ils disparaîtront. La relation d'un terme à l'autre consiste dans la disparition d'un terme quand l'autre apparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une pure relation. Relation à soi, dans le vide, finalement, qui n'est plus une relation qui est reliée au réel, à la substance. Alors, il y a aujourd'hui, et le métaphysicien peut se gausser, la théorie quantique, n'est-ce pas, qui fait la joie de tous ceux qui trouvent
dans la théorie quantique, une vérification de la vérité de cette philosophie de la relation, si l'on veut, en ce sens que dans la théorie quantique, et c'est pas ici que je vais évidemment parler de théorie quantique, mais la théorie quantique, si on veut en dégager uniquement le squelette, si on veut, c'est que les termes de la relation disparaissent. Oui, un terme est en relation à l'autre que dans la mesure où l'autre lui laisse la place. Où l'autre lui laisse la place. Donc la relation est une sorte d'exclusion, si vous voulez, du réel, quoi. Une exclusion du réel, mais qui est concevable grâce au calcul, grâce à la mesure. Et la physique mathématique ne peut que se réjouir de pouvoir mesurer cette relation sans terme, puisqu'il s'agit d'une pure relation qui n'est pas l'accident d'une substance, mais qui est donc suspendue dans le vide. Vous saisissez un peu de certaines mesures, j'ai un peu apporté une petite réponse à votre question, quoi. Enfin, un élément de réponse, parce qu'évidemment... En fait, d'être après, j'ai l'impression qu'on est un peu entre du Héraclite et de Aristotéles. Voilà, exact, très bien. J'ai parlé d'Héraclite justement parce que Héraclite aussi, c'est le philosophe de la relation dans un point de vue, puisque pour lui, les contraires sont en conflit. C'est un contraire ni l'autre, mais la seule façon pour lui de s'affirmer, c'est de nier l'autre, puisque le chaud n'est chaud que si c'est du non chaud. Et en effet, le critère ici de la vitesse de la lumière sert de limite et de critère, puisque c'est ce qui est vraiment absolu. Tant qu'on n'a pas découvert une vitesse supérieure à 300 000 km à la seconde, ou je ne sais plus combien, on a un référent ici, mais qui est un référent qui n'est pas de nature substantielle, quoi, qui est un référent de nature relevant de la mesure. C'est un référent qui permet de mesurer, mais pas de qualifier de réel ce que je mesure, même si, évidemment, la physique me permet d'approcher une réalité comme l'étude de l'univers, etc., la position des planètes, bon. Mais tout ça, relativement, encore une fois, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que tout est relatif à la vitesse à laquelle les éléments se rejoignent, s'approchent les uns des autres ou s'éloignent les uns des autres. Ça, il faut le reconnaître, Deleuze l'a bien vu. C'est la vitesse, n'est-ce pas, qui détermine finalement ce que je ne dis pas sont les choses, puisque justement ici, l'être des choses nous échappe, puisqu'il ne s'agit plus de l'être de ce qui est, mais de la réduction à la mesure, et à la mesure d'une vitesse qui est l'expression de la densité, de l'intensité à laquelle on s'approche ou on s'éloigne finalement de ce critère. La vitesse de la lumière comme mesure absolue permet de mesurer, d'approcher. Donc vous voyez, s'approcher ou s'éloigner de l'infini, finalement, c'est une idée, une conception qu'a développée Duns Scott. Pour Duns Scott, la différence qu'il y a entre les êtres, ce n'est pas l'être, puisque l'être a un sens univoque. La différence qu'il y a entre les êtres, les étangs plutôt, c'est une différence d'intensité, de vitesse, si l'on veut, qui mesure la proximité ou l'éloignement d'un être, d'un étang, par rapport à l'infini. Et en physique, donc, on pourrait dire que c'est par rapport à la vitesse de la lumière, quoi. Mais voyez-vous, donc, on ne réfléchit plus sur l'être en tant qu'il est, et surtout, disons, le mystère de l'être alors s'épaissit davantage, d'autant plus que, justement, on ne peut pas saisir l'être au bout de notre lunette astronomique, puisque l'être, c'est le support, la substance, le subtaré, ce qui permet à une chose d'être, et non seulement d'être, mais d'être ce qu'elle est. Vous vous souvenez que pour Aristote, c'était le double étonnement, n'est-ce pas, qui est à l'origine de l'interrogation philosophique.
Et on le saisit avec quel instrument alors si ce n'est pas la mesure? Alors, donc, l'être, Oui, oui, l'être justement. comment on le mesure, tu dis, ouais. Et non, pas comment on le mesure, mais on le saisit avec quel. Est-ce que c'est Voilà, la comment sensation? Est-ce que c'est la pensée? voilà. Comment on le saisit? Ah, ben ça, c'est ça la vraie question, c'est ça la bonne question. Hein? Voilà, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'être? Et donc, comment saisir l'être? Parce que comment intelliger l'être si en intelligeant, je réduis l'être à un concept? Vous vous souvenez, la représentation d'une pipe, ce n'est pas la pipe. Hein? Qu'est-ce qui fait que la pipe est une réalité indépendamment de la représentation que je puis m'en faire? Et donc, comment puis-je parler de l'être sans réduire l'être à un mot? C'est aussi tout le mystère de l'être. Mais dois-je nier l'être en tant qu'être du fait que je ne puisse le nommer ou le conceptualiser? Pourrait-il y avoir une représentation de la pipe sans l'existence d'une pipe? Et tout ça relève de la théorie de la connaissance, la philosophie de la connaissance, qui, nous le verrons, au Moyen-Âge a atteint un niveau d'analyse et de développement très, très, très effectif, surtout avec Avicenne, Thomas d'Aquin, Duns Scott. Déjà avec ces trois auteurs, il y a de quoi faire. Mais grosso modo, si vous voulez, pour anticiper, afin aussi de savoir où on va et ce qu'il faudra démontrer, c'est que, vous comprenez, vous avez deux points de départ. Soit le point de départ est empirique, chez Aristote, repris par Avicenne et repris par saint Thomas d'Aquin. Et encore Avicenne, nous le verrons, lui a donné lieu à un double développement de la pensée, puisque lui-même laisse ouvert la question de savoir si la connaissance par l'être lui-même, parce que l'être, c'est ce que j'intellige. Et je ne peux pas intelliger autre chose que ce qui est. Donc voilà, déjà, il y a là un point de départ a priori. L'intellect, l'intellection et l'intellection de ce qui est. L'intellect n'est pas intellection de soi. Il n'a rien à intelliger autre que lui. Il n'aurait rien à intelliger d'autre que lui-même. Mais justement, s'il n'est rien, il ne peut pas s'intelliger. Il s'intellige s'il est. S'il est quelque chose, déjà. Je pense donc je suis. Vous vous souvenez, on en avait parlé avec le nous plotinien, quoi. Le nous, l'intellect, l'esprit apparaît en dehors de l'un qui voudrait s'intelliger, mais qui, en s'intelligeant, perd la pureté de son unité et donc ne peut s'intelliger que de l'extérieur de lui-même, d'où le surgissement du nous, de l'esprit. Or, l'esprit, le nous, l'intellect, surgit, apparaît comme étant le seul en dehors de l'un à être quelque chose, si on peut dire. Et il s'intellige comme étant. Je pense donc je suis. Il est tout l'être que l'on peut penser, imaginer. Il n'y a que de l'intellection. Il n'y a que de l'intellection puisqu'il n'y a rien d'autre. Tant que en dehors de l'un, il n'y a rien d'autre que de l'intellect qui surgit, d'ailleurs d'une manière assez incompréhensible, puisque lui-même, Plotin lui-même dira, c'est par un coup d'audace que le nous surgit. Parce que l'intellect, l'un veut s'intelliger tout à coup, parce qu'il est au-delà de l'intellect, il ne peut pas s'intelliger. Donc tout à coup, il veut s'intelliger. Alors, c'est un coup d'audace, mais attention, cette audace lui coûte cher, puisqu'il va perdre son unité. Et oui, puis vous savez qu'Averroès, c'est le philosophe de l'intellect unique, agent, qui est un intellect qui n'est pas l'intellect d'un individu, mais qui est un intellect pour tous les individus, qui pense, qui intellige à la place de chacun. C'est tout le problème qu'a laissé Averroès, et on y reviendra. Ouais, c'est très important, ça aussi. Donc, vous voyez, il faut connaître un peu l'histoire de la pensée au Moyen-Âge, parce que sinon, on est en train de patauger dans l'ignorance. Quand je dis ça, je ne vous vise pas vous qui êtes là pour apprendre, mais ceux qui consentiraient à une certaine ignorance dans le domaine. Non, alors non, c'est ça. Alors je disais quoi? Je disais... Il y a deux points de départ. Voilà, c'est ça. Donc il y a deux points de départ, n'est-ce pas? C'est que soit le point de départ est a priori, et donc je ne pars pas je pars de l'intellect comme intellection de ce qui est, et donc ça c'est Scott, Duns Scott qui va reprendre ce point de départ. Soit le point de départ est empirique, comme chez Aristote,
pour qui la réalité est la réalité sensible qui existe réellement et qui est individuelle, parce que matérielle et individualisée par la matière, une réalité substantielle, qui est la substance elle-même, les temps, si on veut, qui, composée de matière et de forme, à la différence de Platon, voilà, n'a pas le statut d'universalité de l'idée sans la matière, de la forme sans la matière, mais le statut de l'individu, d'une substance qui est précisément composée de matière, qui individualise la forme, qui fait qu'il n'y a de réalité qu'individuelle. Mais alors, ceci dit, le point de départ ici est empirique par la connaissance par des sens. Vous allez dire que Kant aussi dit cela. Vous savez, la connaissance par des sens se poursuit dans la raison et s'achève dans l'entendement. Mais elle s'achève dans tous les sens du terme aussi, au sens où il n'y a plus de savoir possible. Hein, parce que, bon, ça, je n'insiste pas. Donc, le point de départ de Thomas d'Aquin, par exemple, et d'Aristote, est un point de départ qui est la réalité sensible. Et donc, la question de l'être sera une question posée par le constat d'une existence concrète qu'il s'agit de comprendre. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Voilà comment se justifie cette question. Donc là, on a deux points de départ, soit empiriques, soit a priori finalement. Et donc, si on part de la réalité sensible, on comprendra qu'il n'y a dans l'intellect que ce qui est passé par les sens. Ce qui suppose une anthropologie qui définisse l'homme comme un composé de matière et de forme, de corps et d'esprit, unifié. Unifié par quoi? Par l'acte d'être de cette substance concrète et individuelle qui fait qu'il n'y a pas la matière d'un côté et la forme de l'autre. Car il n'y a pas d'être de la matière comme il n'y a pas d'être de la forme. Ce qui sera totalement remis en question par Descartes, par son dualisme qui sépare la matière, l'étendue, et la forme, la pensée, comme deux substances. Mais ne l'oublions pas, la différence qu'il y a ici, la conception qu'il y a de la substance à partir de Descartes, repose sur une conception, elle est conceptuelle. La substance est conceptuelle, elle n'est pas réelle. Elle est conçue, la substance. Elle n'est pas offerte dès le départ, entièrement donnée et intelligible, même en elle-même. Pourquoi intelligible? Parce que la forme appartient à l'être concret, à la substance composée de matière et de forme. Et cette forme, c'est ce qui rend intelligible une substance. C'est ce qui fait que cette substance est intelligible en elle-même et que je ne peux pas parler d'un chat en disant que c'est un chien ou d'un végétal comme si c'était un minéral. Et donc surtout, je ne peux même pas confondre Milou et Fédor, deux chiens. Je ne veux pas les confondre, parce que chaque individu a son être propre, son acte d'être propre. Alors là, ça devient intéressant, parce que ce qui fait l'unité de la substance individuelle, c'est-à-dire indivisible, c'est l'acte d'être qui n'est pas celui de la matière d'un côté, celui de la forme de l'autre, mais ce qui unit les deux, et qui constitue les deux en une substance indivise, constituée d'éléments qui peuvent être conçus indépendamment l'un de l'autre, mais non pas réellement.
Et cette question sera reprise sous la forme de la question de savoir s'il y a entre l'essence et l'être une distinction conceptuelle ou une distinction réelle. Alors ça, on va retrouver on va retrouver ici le problème intéressant du rapport entre l'être et l'essence. Bon, ça, c'est vrai, c'est un problème important. Parce qu'en effet, l'être et l'essence, c'est quoi? L'essence, c'est la forme, si l'on veut, qui permet de définir une chose, qui permet de ranger une substance dans enfin, qui permet de dire d'une substance ce qu'elle est. Un minéral, un végétal, un animal, et de pouvoir donc définir Milou comme un chien appartenant à l'espèce canine, à un genre. Il y a donc là une distinction déjà opérée dès le départ par Porphyre, on verra tout cela, j'anticipe, entre le genre, l'espèce et l'individu. Le genre animal, l'espèce canine, et Médor, j'ai dit Fédor tout à l'heure, non. Je pensais à Dostoïevski qui s'appelait Fédor. Non, c'est Médor. Médor. Donc Médor ou Milou, hein, ouais, c'est-à-dire donc l'individu. Alors là, ouais, je peux savoir de quoi je parle quand je parle de Milou, quoi. Ouais, je parle d'un chien bien concret, hein, de même quand je parle de Socrate. Ouais. Et donc, ici, genre, espèce, individu contribuent à l'appréhension, à la saisie de ce qu'est un étang. Voilà. Mais ce qu'est un étang doit être encore distingué de l'être de ce qu'est l'étang. Apparaît ici une distinction entre ce qui est et l'être de ce qui est. Ouais. C'est-à-dire le fait que ce qui est, c'est bien un chien, Milou, que je peux définir, etc. Mais l'être de Milou, comment se fait-il que Milou soit? Est-ce qu'il est le résultat d'une définition? Est-ce qu'il suffit-il de représenter la pipe pour dire que la pipe existe? Suffit-il de définir ce qu'est Milou comme étant un chien appartenant à l'espèce canine, au genre animal, pour que Milou existe? C'est passionnant. Ça prouve, vous voyez, une acuité de l'interrogation autre que celle de l'approche scientifique, quantificatrice, qui réduit au mesurable le pauvre Milou, ou Socrate, que l'on peut condamner à la ciguë, puisque de toute façon, quand Socrate va mourir, ce ne sera qu'une ombre qui va s'effacer dans la nuit de la caverne, car Socrate n'a jamais existé, puisque seule existait la définition de Socrate en tant qu'homme, par sa participation à l'idée parfaite d'homme, qui seule est réellement réelle. Donc la question de l'être a été bien posée par Aristote. Aristote qui sera vraiment le philosophe tout au long du Moyen-Âge, comme celui qu'on appellera le philosophe par antonomase, c'est-à-dire celui qui a vraiment tout vu, quoi, tout compris, quoi. C'est le sage par excellence, le philosophe. Et on y reviendra. Et on verra que c'est surtout les philosophes musulmans qui ont hérité de l'aristotélisme. C'est pourquoi on va étudier tout cela. Et l'aristotélisme a été introduit au Moyen-Âge, au XIIe siècle, au XIIIe, non sans difficulté. Parce qu'on verra qu'Aristote, c'était le grand méchant loup à l'époque. Vous verrez pourquoi. C'est intéressant. Alors que c'était Platon. Or, les philosophes musulmans eux-mêmes, aristotéliciens, héritiers de l'aristotélisme, nous le verrons, ont été eux-mêmes influencés par le néoplatonisme.
et d'autant plus que le Dieu du Coran est le Dieu un, vous voyez, le Tawhid, c'est un Dieu un, vous voyez, par rapport au Dieu de la Bible, pour les Juifs et les chrétiens, qui est l'être, et non l'un. C'est intéressant. Donc, vous voyez, ici, on a une question intéressante, lourde de conséquences. Parce que, comme on est, nous verrons, l'un va se développer comme une énergie divinisée, déifiée, quoi, qui va justifier l'anéantissement de la créature, le nihilisme mystique. Celui qui rejoindra Dieu, c'est-à-dire l'un, en s'anéantissant. Et c'est pourquoi j'aime bien citer Heidegger, qui lui-même parle du néant comme néantisant. Il dit le rien devient actif. Nichts, nichtet. C'est le dernier mot de Heidegger. Le néant néantise. C'est quoi ce néant? C'est une force aveugle, une énergie destructrice, si l'on veut, qui sera la volonté de puissance, et la volonté comme puissance de Nietzsche. Il y a une cohérence dans tout cela. Et n'oublions pas que Nietzsche lui-même critique le christianisme en réduisant le christianisme au luthéranisme. Et pour Luther, Dieu n'est que l'un pur et nu. On oublie ça. Pour Luther, Dieu c'est l'un. Et c'est pourquoi l'existence est un péché. L'existence est de trop. On existe dans la crainte et le tremblement. Et c'est pourquoi il y a aussi là une grande filiation avec, enfin une analogie à faire avec le bouddhisme, par exemple. Le bouddhisme aussi, la pensée asiatique est une pensée aussi qui est une pensée du néant, si l'on veut, de l'un. Non, tout est un. C'est un panenthéisme. On verra ça. Hein, j'anticipe, là je vous donne un peu le cadre. C'est important d'avoir un cadre parce que où est-ce qu'on va, quoi. Où est-ce qu'on va? Aujourd'hui, on sait pas où on va, mais on y va. Et non, c'est chemin qui ne mène nulle part, un titre évocateur, même si c'est une traduction d'un titre qui n'est pas exactement cela, mais peu importe, cela est significatif du sens de l'œuvre. Chemin qui ne mène nulle part. Ce nulle part, c'est justement le non-lieu du non-être, de l'un. Et donc on voit que le néoplatonisme est le fil d'or de l'histoire de cette pensée humaine qui n'aura pour objet de discussion que la tradition aristotélicienne, qui sera remise en question uniquement par la tradition aristotélicienne, qui va développer une philosophie de l'être. Une philosophie de l'être qui va culminer, pour vous qui étudiez l'être et l'essence, avec l'actus essendi, avec l'esse per se subsistens, l'esse ipsum, l'être même subsistant. Et là, vous voyez que tout de suite, nous allons au cœur du problème. Alors donc, voilà un peu pour répondre un peu à vos questions, comme préambule. Mais s'il y a encore d'autres questions, allez-y. Qu'est-ce qui va permettre de ne pas associer l'un au non-être? Parce que j'ai l'impression que là, il y a un reproche. Ah oui, oui. Comme si c'était identique, le non-être, c'est l'un en quelque sorte. Voilà, alors quand on parle de l'un, à vrai dire, très bonne question, parce que l'un, à vrai dire, ce n'est même pas du non-être. L'un est au-delà de l'être et du non-être. Car on ne peut parler de l'être du non-être que si on nie l'être. Or, l'un, je ne veux pas dire qu'il est. Je ne peux rien dire de l'un. C'est bien simple. L'un culmine dans un silence, dans un mutisme. Et comme le non-être. Comment? Comme le non-être, on pourrait dire. Comme le non-être. Le non-être, on peut dire du non-être qu'il est le non-être. Comme dit Aristote, on peut émettre un jugement. Ce qui est formel, logique. Le non-être et le non-être, bon, c'est une tautologie, si on peut. Bon. Mais, de même qu'on peut dire l'être et l'être, mais c'est une tautologie. C'est différent de dire l'être et. C'est différent de dire le non-être et. Ouais. Donc je peux parler du non-être en disant le non-être est ce qu'il n'est pas. Bon, c'est de l'être. Mais enfin, vous avez raison. De toute façon, du non-être, on n'a rien à dire, quoi. Mais la question, votre question est beaucoup plus fine, à savoir comment puis-je dire de l'un qu'il est du non-être. C'est ça votre question.
Et j'ai répondu en vous disant que non, on n'a pas à dire de l'un que c'est du non-être. À vrai dire, il faudrait dire qu'il est au-delà du non-être et de l'être. Parce qu'on ne peut parler du non-être que face à l'être, en le niant. Tandis que de l'un, on ne peut même pas dire qu'on nie de lui qu'il soit quelque chose. Il n'est rien. Le mot rien, finalement, peut être une sorte de métaphore pour parler de ce dont on ne peut pas parler, quoi. Alors, je reformule le problème. Si on peut dire que l'être, la seule chose qu'on peut dire de l'être, c'est qu'il est. C'est tout. Donc on peut déjà en dire quelque chose. Il est. Mais le non-être, moi, ce que j'avais compris, c'était plutôt sur Parménide. On ne pouvait même pas dire que c'est du non-être. Absolument, oui, non, mais c'est bien ça, absolument. Tout à fait, non, non, mais il faut bien garder cette pensée, hein. C'est pour ça que le non-être se rapprochait davantage de l'âme, au sens que sur les deux, on ne peut rien en dire. Voilà. Non, donc je crois que là, vous avez bien... Bon, la question est sensible, vous avez cette sensibilité, et je crois qu'on a répondu, je crois qu'on a bien vu, n'est-ce pas, la distinction entre un, non-être et être. C'est-à-dire que donc là, c'est clair, l'un n'est pas, il est au-delà de l'être et du non-être, on n'a rien à en dire, c'est quoi je disais que l'un, on peut parler je veux dire, l'un n'est rien, et le mot rien, alors là, c'est une métaphore, quoi, pour parler de rien, quoi. Bon, enfin bref. Donc là, il faut retenir cette idée, hein, que l'un est au-delà du non-être et de l'être. L'un, c'est le silence absolu. Et d'ailleurs, vous comprenez, voilà, cela explique aussi notre tendance de l'esprit, à savoir la tendance des gnostiques, du gnosticisme. La gnose, c'est le savoir, n'est-ce pas, qui jaillit de l'ignorance. C'est cette parole, plus précisément, qui sort du grand silence initial, de la ciguë, la cigée, comme vous voudrez, le silence initial dans lequel résonne une parole qui met un terme à ce silence. et donc cette faute fatale, n'est-ce pas, qu'est la parole, c'est une faute parce que elle est de trop pour le silence, quoi. Comme l'être est de trop pour l'un. Et donc il faut retourner au silence, il faut retourner dans la pureté du néant de l'un, si on veut. Et comme vous le voyez ici, donc, toute la philosophie repose sur le statut du monde multiple, le statut de l'étang, quoi, des étangs, de l'étang. Qu'est-ce que l'être de l'étang si la multiplicité consiste dans une dissociation, dans une négation de l'un, de l'unité. Hors de l'un, il n'y a que du non-un. Le non-un, c'est quoi? C'est du multiple. Le multiple, c'est quoi? C'est la division. La division, c'est quoi? C'est le contraire de l'indivisible. Qu'est-ce qui est indivisible? C'est l'un. C'est le nom de l'un, l'indivisibilité. Le monde multiple apparaît donc comme un monde qui se divise sans cesse, où tout diffère de tout, car il n'y a pas d'identité possible sans unité. Alors là, on se trouve devant une sorte d'aporie, quoi. Vous voyez, si tout est un, rien n'est, et si tout est, rien n'est un. Si rien n'est un, tout se divise, se multiplie à l'infini, et je n'arrive jamais à saisir quoi que ce soit, puisque tout ce que je saisirais m'échapperait dans la mesure où cela se diviserait encore, à l'infini. Et donc, quelle est la solution à ce problème? C'est la solution aristotélicienne, que voulez-vous, qui va nous dire que ce que je saisis, c'est du saisissable, c'est du substantiel, c'est du réel, c'est de l'indivisible. Je peux en effet parler de Socrate. Socrate est une personne, per se una, un par soi, c'est une unité. Qu'est-ce qui fait l'unité de Socrate, qui est pourtant composée de 3 milliards ou de je ne sais plus combien de milliards de cellules, par exemple? Elle est composée. Je peux, en effet, en tant que savant, étudier une cellule, n'est-ce pas, et voir de quoi est composée cette cellule. Si je pouvais aller encore plus loin dans l'analyse de cette cellule, peut-être trouverais-je encore, comme dirait Pascal, une infinité de cellules, n'est-ce pas, d'infiniment petit, quoi. Je me perdrais dans l'infiniment petit encore. Mais alors, attention, ici, je rentrerai dans le domaine du calculable, du mesurable. Mais Socrate ne cessera pas d'être Socrate avec ses 3 milliards ou je ne sais combien de milliards de cellules, parce que ces cellules sont unifiées
et dans un être, n'est-ce pas, dont l'unité, cette fois-ci, n'est pas abstraite. Dans l'unité, c'est-à-dire l'indivisibilité de l'individu Socrate, composé cependant de tant de milliards de cellules et aussi n'est-ce pas, de bras, de jambes, de foie, de rate, n'est-ce pas, de cheveux, il est composé, n'est-ce pas, et pourtant il est un. C'est Socrate, ce n'est pas Aristote. Et donc, qu'est-ce qui fait l'unité de Socrate? C'est son être, c'est l'acte d'être. C'est l'acte d'être qui unifie tous ces éléments qui le constitue comme étant Socrate. Ouais. Cet acte d'être est mystérieux, mais pourquoi je recours à cet acte d'être? Parce que je m'aperçois que l'acte d'être Socrate n'est pas n'est pas la cellule en soi isolée, prise isolément, ni le bras, ni la tête, ni les jambes, ni les cheveux. Socrate est un tout qui est unifié par un acte d'être et qui fait que si je divise, si je sépare les éléments qui constituent Socrate, en lui coupant la tête par exemple, et là ça suffit, il cesserait d'être Socrate. Vous voyez ? Je le diviserai, c'est-à-dire j'atteindrai sa substance indivisible. Vous voyez ? Donc le mystère de l'être, c'est le mystère de ce qui unifie tous ces éléments, et qu'on appelle un acte d'être, parce que, bon, il s'agit bien parce que nous sommes sensibles à la question de l'être qui se présente à nous comme ce qui est réellement, quoi. Ce qui est réellement. Sinon, je serais dans le rêve. Sinon, je ne tuerais personne en tuant Socrate, en le condamnant à mort. Encore une fois, je n'effacerai qu'une ombre. Je décomposerai ce qui était déjà décomposé, justement. Donc tout ça, c'est très intéressant. Donc tout ça, c'était pour répondre à votre question, je crois. Oui, ça. Après, comment se fait-il que les chrétiens ont repris l'aristotélicisme avec l'idée de paradis et d'âme éternelle, alors que chez Aristote, on a l'impression que c'est loin de l'athéisme. Bien sûr, mais comme je disais tout à l'heure, quand Aristote surgit au XIIe, XIIIe siècle, et grâce encore une fois à Avicenne, au philosophe musulman, Aristote paraissait comme un païen, aux chrétiens, et même aux juifs. Et donc Aristote, c'est le grand méchant loup, quoi. Mais cependant, c'était une pensée puissante qui apparaissait, et qui a donné lieu au grand commentaire du grand commentator, Averroès. C'est Averroès qui, encore un autre philosophe musulman, qui après Avicenne, tout en critiquant Avicenne, en recevant Aristote, le commentaire d'Averroès introduit la pensée d'Aristote en Occident, après Avicenne, et à quel niveau de profondeur, et à quel niveau avec quelle approche, n'est-ce pas, qui offre Aristote, disons, à la pensée du XIIe, XIIIe siècle surtout, où l'avéroïsme prend la tournure de ce qu'on va appeler l'avéroïsme latin, qui sera soutenu par les enseignants, les philosophes, les professeurs de la faculté des arts. On parlera de tout cela parce que, par rapport qui se distingue de la faculté de théologie. Donc il y avait les philosophes d'un côté, les théologiens de l'autre. Bon, l'avéroïsme latin s'imposait à l'université dans le monde chrétien qui était platonicien, augustinien, parce que saint Augustin avait porté le christianisme en assimilant le platonisme, le plotinisme. Et donc, quand l'aristotélisme paraît, ce qui est remis en question à travers Averroès, c'est le statut personnel de l'âme. Puisque pour Averroès, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a qu'une seule âme, c'est-à-dire un seul intellect pour tous les individus. Bon, là, il faudrait en faire l'histoire, pourquoi, peu importe, de toute façon, ça fait partie du programme que nous allons étudier. Donc, pour Averroès, il n'y a qu'un individu, qu'il n'y a qu'une seule âme, un seul intellect pour tous. Et donc, ça, c'est de l'aristotélisme pour les chrétiens. Donc, ça remet en question absolument la pensée, la foi. Alors, surtout, ça remet en question surtout l'immortalité personnelle de l'âme.
Parce qu'il n'y a plus d'immortalité personnelle de l'homme, alors à quoi bon continuer de philosopher, quoi. Carpe diem, quoi. Bon, donc, alors, le plus grand adversaire de l'avéroïsme latin, ce fut saint Thomas d'Aquin, qui a écrit un grand ouvrage sur l'intellect agent selon Averroès, hein, qu'il a critiqué, on y reviendra. Et donc votre question est bien justifiée, en effet. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que Thomas d'Aquin était de tous les philosophes, de tous philosophes théologiens, mais c'était un philosophe aussi, pas uniquement un théologien, aristotélicien, hein, et qui aussi, disons, assimile le platonisme, enfin tout cela on le verra, était quand même un avant-gardiste. Thomas d'Aquin, qu'on considère aujourd'hui peut-être comme je sais pas, un conservateur ou un traditionnaliste ou je sais pas quoi, sans savoir de quoi on parle, était en vérité à la tête du progrès. C'était puisque il a voulu assimiler Aristote. Il a dit mais non, Aristote, il faut l'étudier, il faut voir ce qu'il y a et en tirer le meilleur, quoi. Et c'est comme ça que ces commentaires d'Aristote, qui sont un véritable qui sont un commentaire concurrentiel, si l'on veut, du commentateur d'Averroès, quoi, a dégagé un aristotélisme compatible avec le christianisme, c'est-à-dire en justifiant, grâce toujours à cette conception de l'être, de la substance individuelle, il a pu dégager l'idée d'une âme singulière, d'un être singulier, d'un intellect personnalisé, etc., en remettant en cause profondément cette idée d'un intellect unique. Alors ça, c'est une grande question, difficile, hein, mais enfin, il faut déjà savoir tout cela, parce que comme ça, aussi, nous travaillons à partir des résultats de l'histoire de la pensée, quoi. Comme ça, on va pas partir de... Ouais. Donc voilà, ça c'était une bonne question. Ouais, ça permet. Les questions permettent de, surtout pour vous aussi, de clarifier les affaires, quoi. Pas d'autres questions? Alors, si vous voulez, donc je vais quand même vous dicter un peu. Enfin, disons, on va commencer encore une fois par poser l'héritage de la pensée antique, pour voir comment démarre le Moyen Âge, hein, à partir de cet héritage.